Bonjour aux auditrices et auditeurs, de ce live et bienvenue sur le Twitch de Science et Avenir. En attendant que les dernières connexions, nous allons faire un petit coup de pub à Science et Avenir la recherche. Nous sommes une rédaction de 40 journalistes et nous éditons 3 magazines en kiosque en ce moment. Un mensuel, Alice, tu as la couve du mensuel. Voilà. Voilà, booster son immunité. Nous avons aussi un trimestriel. Voilà, un hors-série sur la science au Moyen Âge, un hors-série qui nous a demandé pas mal de travail, hein, parce que c'est pas si simple que ça de trouver des spécialistes de la science au Moyen Âge, et un trimestriel, voilà, La Recherche, qui est fait en collaboration avec des chercheurs. En fait, il y a une grande partie du journal qui est écrit par des chercheurs eux-mêmes. Ouais, et enfin notre site internet avec donc 10, d'actu publiés par jour, avec des vidéos, des podcasts et notre chaîne Twitch. Alors aujourd'hui, pour notre Twitch, nous avons choisi de discuter et parler du Nutri-Score. Alors pourquoi le Nutri-Score? Alors c'est un petit logo nutritionnel qui est apparu, dans les supermarchés en 2017 et depuis son apparition, il est, soumis à de vives polémiques. Et la dernière en date, en fait, quand les chercheurs ont décidé de faire un nouveau calcul pour qu'il soit plus pertinent, eh ben, le ministère de l'Agriculture n'a pas signé l'arrêté et donc on a attendu 1 an avant de voir ce nouveau Nutri-Score, pouvoir être utilisé par les industriels sur leurs produits. Pour, discuter de ce sujet, nous avons invité Serge Herberg. Est-ce que Serge Herberg, vous pourriez vous présenter à nos auditeurs et auditrices? Écoutez, oui, avec plaisir. Donc, merci pour votre invitation. Donc, je m'appelle en effet Serge Herberg. Je suis médecin, nutritionniste et épidémiologiste. Je suis professeur de nutrition à l'université Sorbonne Paris-Nord et je suis en fait un chercheur de formation, mais un médecin-chercheur qui s'est impliqué dans la nutrition de santé publique. Et donc, j'ai une double casquette puisque j'ai présidé une unité de recherche de l'INSERM pendant près de 20 ans. Et j'ai également eu un rôle en tant qu'acteur de santé publique, en tant que président du programme national nutrition santé depuis son lancement en 2001 jusqu'à 2019. Et c'est entre autres mon équipe qui a développé le Nutri-Score sur la base donc des travaux scientifiques que nous avions mis en place déjà depuis de très longues années. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Donc nous serons 3 aujourd'hui, pour ce Twitch. Alors il y a Alice Carlier que vous ne voyez pas qui est derrière, voilà l'écran et qui va donc modérer ce Twitch et prendre en charge vos questions. Et moi-même, Isabelle Dogamès, qui travaille à la rédaction de Science et Avenir. Alors pour commencer, on va diviser le Twitch en 2 parties. La première partie, je vais essayer de tenter une définition du Nutri-Score pour que tout le monde puisse être à peu près au même niveau, pour poser les questions à Serge Herberg. Et dans une deuxième partie, Serge Herberg répondra à vos questions. Alors Alice, je vais essayer de faire une définition du Nutri-Score. Voilà donc le logo, donc AAE. A pour les aliments qui ont un profil plus intéressant pour la santé et E pour ceux qui ont un profil moins intéressant. Mais j'aimerais parler de manière concrète, donc sur un exemple, le petit déjeuner. Voilà. Là, vous avez, sur cette, slide, vous avez en fait, des produits pour le petit déjeuner. En fait, parce qu'aujourd'hui 20 des Français, n'achètent plus leur pain le matin à la boulangerie avant d'aller, pour leur petit déjeuner et en fait, vont dans les supermarchés acheter certains produits qu'on voit là, par exemple du pain, c'est la première ligne avec du pain ou alors, par exemple, des biscottes ou alors, par exemple, des céréales pour le petit déjeuner ou encore la dernière petite icône, ça représente donc, je pense que c'est de la brioche avec des petits carrés de chocolat à l'intérieur, des pépites de chocolat et on voit en fait quand on compare ces produits qui sont des produits pour le petit déjeuner qu'on pourrait mettre sur la table du petit déjeuner, qu'en fait il y en a qui sont plus favorables à la santé que d'autres. Donc il y en a qui sont Nutri-Score A. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que c'est des produits qu'on peut acheter, régulièrement et qu'on peut manger en quantité, plus importante. Tandis que ceux qui sont Nutri-Score E, c'est-à-dire les petites brioches au chocolat, ben ça, il faut pas en manger souvent et surtout, il faut en manger aussi en petite quantité. Donc en fait, ça vous permet ça. En fait, le Nutri-Score permet uniquement de comparer des aliments qui ont le même usage, mais aussi des aliments de la même catégorie. Par exemple, on sait qu'en France, 50 des enfants au petit déjeuner mangent, des, céréales. Ben voilà, quand vous devez mettre tous les matins au petit déjeuner des céréales pour votre enfant, il vaut mieux choisir des,
aliments qui sont un peu plus sains pour la santé. Et là aussi, le Nutri-Score est très efficace puisqu'il discrimine sur toute une catégorie de céréales petit déjeuner, ceux qui sont meilleurs pour la santé, qui sont représentés à gauche, de ceux qu'il faut consommer vraiment, mettre sur la table du petit déjeuner une fois ou deux pendant à l'année. Et évidemment, quand on les mange, il faut les manger en petite quantité. Il y a aussi une chose qui est intéressante dans le Nutri-Score, c'est que sur un produit qu'on appelle par exemple le muesli, on pourrait dire qu'un muesli, c'est un produit qui est identique, voilà. Mais non, en fait, on s'aperçoit que les mueslis, vous voyez, là, il y a plusieurs exemples de muesli sur la ligne 3. Tous ces mueslis, en fait, n'ont pas la même composition nutritionnelle. Pourtant, ils s'appellent tous muesli et on remarque que il y en a qui sont plus favorables à la santé, ceux qui sont à gauche, et d'autres qui peuvent même être classés E, alors que généralement le muesli, on considère que c'est des céréales plus saines. La deuxième intérêt du Nutri-Score, c'est qu'en fait, quand on vous dit il y a des produits qui sont bons pour la santé, par exemple, on dit qu'il faut consommer du poisson. Pourquoi on dit qu'il faut consommer du poisson? Parce qu'en fait, le poisson, ça contient des protéines et aussi des graisses qu'on dit des graisses plus acceptables, comme les oméga 3. Et on dit aussi qu'il faut consommer moins de sel. Donc, vous voyez, quand dans un supermarché, vous vous dites: «Tiens, je vais acheter du poisson», mais en fait, vous vous rendez compte qu'il y a différents types de qualité de poisson. Par exemple, celui qui est à gauche est un poisson, en fait, c'est une tranche de saumon. Elle est Nutri-Score A, tandis qu'à droite, vous avez du saumon fumé et il est classé D. Pourquoi? Parce que le saumon fumé est riche en sel et en fait, le sel, en fait, c'est un produit qui, en fait, risque d'apporter de l'hypertension. Donc du coup, vous voyez que même sur un produit qui est considéré comme ça au départ, à manger du poisson, on dit qu'il faut en manger même 2 fois par semaine, en fait, il y en a qui sont mieux classés que d'autres. Donc le Nutri-Score a aussi cet effet-là, c'est-à-dire de mieux vous choisir des produits qui sont meilleurs pour la santé. Donc ça sera les 2 premières parties de ma définition et la dernière partie de ma définition, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ce logo? Voilà, quels sont les éléments pris en compte par les chercheurs pour construire ce logo? Alors en fait, pour réfléchir à ça, en fait, les chercheurs n'avaient pas 36 solutions. Ils se sont basés sur un règlement européen qui oblige, en fait, les fabricants à indiquer sur les paquets alors si tu pouvais le mettre en plus grand pour que je puisse lire en même temps, Alice. Voilà, voilà, les valeurs nutritionnelles des aliments. Alors là, en haut, dans le petit tableau bleu-violet, vous voyez en fait la composition les valeurs nutritionnelles d'un produit et vous voyez que en fait, il y a les protéines, le sucre, le sel, les acides, les graisses et même plus que les graisses, ils sont obligés de mettre les graisses qui sont moins favorables pour la santé et ça pour 100 grammes et en fait, les scientifiques ont traduit ce tableau en un Nutri-Score. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous voyez qu'il y a un pourcentage de sel pour 100 grammes. Voilà, eux, ils ont dit que quand il y avait un pourcentage de sel qui était très important, on donnait des points négatifs à l'aliment. Même chose, s'il y a trop de sucre, des points négatifs. S'il y a certains types de graisses qu'on appelle les graisses saturées, des points négatifs. Et s'ils sont trop caloriques, des points négatifs aussi. Alors pourquoi sur ces 4 critères? Pourquoi? Parce qu'on le sait, si on mange des produits caloriques, on aura tendance à grossir et le surpoids et l'obésité, c'est quand même quelque chose qui guette en France. Si on mange des produits trop sucrés, on a des risques de diabète de type 2. Si on mange des graisses trop saturées, on sait que c'est lié aux maladies cardiovasculaires et le sel, c'est l'hypertension et aussi des maladies cardiovasculaires. Donc c'est vraiment les 4 éléments, disons, qui sont connus depuis très longtemps pour étant des aliments qui sont moins favorables à la santé. Donc on obtient des points négatifs. Voilà, on peut même obtenir 55 points négatifs si vraiment le produit est rempli de tout ça. Bon, ça arrive jamais, on peut pas être à la fois très sucré, très salé. Mais avec ces points-là, donc négatifs qu'on obtient, donc je vais imaginer qu'on a trop de sel, on a 10 points négatifs pour le sel, un peu trop de graisses saturées, 10 points négatifs, ça donne un score qui peut être pondéré si l'aliment a des fruits, des légumes, des fibres, des protéines. Et donc à partir de là, on calcule le Nutri-Score et on obtient évidemment selon les points négatifs qu'on a, quand on n'a pas de points négatifs A et quand on a beaucoup de points négatifs E. Donc si je résume ma définition du Nutri-Score, c'est en fait quelque chose qui vous permet de comparer dans un magasin des produits qui sont emballés, qui ont le même usage et qui vous permet juste de déterminer si ces produits sont trop sucrés, trop salés, trop énergétiques ou trop gras avec un certain type de gras, parce qu'il y a des gras qui sont favorables à la santé. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Sergerberg? Non, écoutez, vous avez donné une définition qui est tout à fait parfaite. Peut-être juste Oui, rajouter, oui.
C'est vraiment un outil de santé publique. Alors, c'est basé sur de la science, mais c'est, comme vous l'avez montré, un outil extrêmement pratique qui permet au consommateur, au moment de son acte d'achat, dans les quelques secondes où il va dans un rayon choisir un produit, pouvoir juger de façon simple, intuitive et compréhensible par tous de la qualité nutritionnelle de l'aliment et pouvoir comparer, vous l'avez rappelé, des aliments qui ont le même usage, qui ont la même utilisation et donc pouvoir, s'il le souhaite, orienter ses choix vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle. Donc c'est un outil de santé publique qui est basé sur beaucoup de science, même si ça paraît du bon sens, quelque chose d'assez simple, c'est quelque chose vers lequel il y a énormément de science, tant dans sa construction que dans sa validité pour démontrer son intérêt et son efficacité. Et vous savez, il y a aussi un deuxième élément aussi dans la création de Nutri-Score qui est moins visible pour les consommateurs, c'est que c'est un outil de santé publique qui va pousser les industriels à reformuler leurs produits. Ça va inciter à ce qu'ils améliorent la composition nutritionnelle des aliments, en retirant un peu de gras, un peu de sucre, un peu de sel, en utilisant des ingrédients plus riches en fibres, par exemple, plus favorables, donc à la fois à la santé, mais également qui leur permet d'avoir un meilleur Nutri-Score. Donc c'est quelque chose qui va booster les industriels pour mettre au point des produits qui sont de meilleure composition nutritionnelle. C'est bien pour eux parce qu'ils auront un meilleur Nutri-Score, mieux que leur concurrent qui n'aura pas fait l'effort. Puis c'est bien pour les consommateurs. Donc vraiment, il y a ces deux objectifs et je crois que ce que vous avez montré, j'espère, est suffisamment parlant. Et en effet, c'est en plus quelque chose sur lequel on sait aujourd'hui que le Nutri-Score, par sa simplicité, même s'il y a beaucoup de science derrière, est plébiscité par les consommateurs puisque plus de 90% des consommateurs considèrent que c'est quelque chose d'utile et plus de 50% ont déjà modifié leurs habitudes d'achat du fait du Nutri-Score. Alors, on va prendre une première question. Qu'est-ce qui change avec les nouveaux algorithmes? Alors, ce qui est important de comprendre, c'est d'abord pourquoi on a changé l'algorithme. Dès le départ, lorsque le Nutri-Score a été créé sur les bases de la recherche, comme tout outil de santé publique, il a été décidé qu'il devait être réévalué. Pourquoi? Parce que la science évolue, qu'il y a de nouvelles connaissances sur les relations entre la consommation des aliments et la santé, parce que d'autre part, le marché alimentaire évolue. Il y a des reformulations faites par les industriels pour notamment être mieux classés sur les chaînes Nutri-Score. Il y a de nouveaux produits qui apparaissent. Et puis à l'usage, on peut se rendre compte qu'il peut y avoir un certain nombre d'imperfections. Donc, ce qui s'est passé, le Nutri-Score a été développé en 2014, il a été adopté en 2017 avec un algorithme qui a été donc revu dans le cadre d'une gouvernance transnationale des 7 pays qui ont adopté le Nutri-Score, on y reviendra. Cette gouvernance a mis en place un comité scientifique composé d'experts européens qui a regardé un peu le Nutri-Score, qui a dit ça fonctionne bien, mais il y a des marges d'amélioration, et donc a proposé un certain nombre de modifications basées uniquement sur la science. Il y a 2 gros rapports qui sont accessibles au public, c'est un peu compliqué à lire, mais qui fournit beaucoup d'informations, qui justifient les modifications proposées. Ces modifications, quelles sont-elles? Est-ce qu'on peut voir un exemple avec les boissons, par exemple? On peut voir par exemple avec les boissons. Tu peux lui montrer les boissons comme ça? Si les boissons, ouais. Pour que les gens ils voient les boissons. Ou les céréales petit déjeuner. Voilà, les boissons. Les boissons. C'est que jusqu'à présent, le mode de calcul des boissons, d'une part, ne pénalisait pas suffisamment la quantité de sucre, donc des points négatifs ont été rajoutés pour pénaliser plus le sucre, et d'autre part, ne prenait pas en considération la présence d'édulcorants, ce qui faisait que certains produits, comme des sodas édulcorés, pouvaient être bien classés, et que d'un autre côté, on ne discriminait pas suffisamment les boissons sucrées en fonction de leur teneur en sucre. Grâce au nouveau Nutri-Score, alors comme le précédent, il n'y a que l'eau qui est en A, donc il y a un message clair, la seule boisson qui est vraiment recommandée, c'est l'eau. Mais ensuite, dans les boissons sucrées, vous voyez que selon la teneur en sucre, plus elle est importante, moins le Nutri-Score est bon. Et donc, on va se retrouver avec des boissons sucrées qui vont de C à E. Les jus de fruits restent dans une catégorie intermédiaire, parce que quand même les jus de fruits, ça contient beaucoup de sucre, ils sont classés C. Et les boissons édulcorées, elles, vont être plus pénalisées. Des points négatifs ont été rajoutés en fonction de la présence d'édulcorants, et elles vont être classées de C à E, alors qu'elles étaient classées B ou C.
elles sont classées de C à E en fonction à la fois de la présence d'édulcorants et si elles contiennent en plus du sucre. Donc, ça permet d'être plus en adéquation avec les nouvelles recommandations nutritionnelles de santé publique. Donc, c'est quelque chose qui permet d'avoir un outil plus performant pour le consommateur. Ça pénalise plus le sucre, ça pénalise plus le sel, ça pénalise donc, par exemple, les céréales petit déjeuner, ça va pénaliser, qui sont sucrées, celles qui ne le sont pas, elles restent bien classées. Les boissons lactées. Tu peux mettre l'Actimel pour que ça nous donne un exemple, par exemple. Voilà, un exemple très, très significatif. Ouais, très significatif, l'Actimel. Voilà. C'est que Actimel, dans sa forme qui ne contient pas de sucre ajouté, qui contient donc que le sucre du lait, reste bien classée. Elle passe de A à B avec le nouvel mode de calcul, puisque maintenant, les boissons lactées sont considérées, et c'est pertinent, comme des boissons. Donc, elles utilisent un mode de calcul qui est celui des boissons, qui est plus pénalisant s'il y a du sucre. S'il n'y a pas de sucre, en dehors de l'eau qui est A, la meilleure catégorie c'est B, et l'Actimel sans sucre reste bien classé B. Par contre, les autres Actimel qui contiennent du sucre, qui peuvent contenir des sucres ajoutés en quantité importante, 8, 9, 10, 12, 13 grammes, parfois des quantités qui sont supérieures à celles d'un soda, eh bien, vont voir leur note dégradée, ce qui est tout à fait pertinent parce qu'elles contiennent beaucoup de sucre et donc vont se retrouver plutôt classées C, D ou E en fonction de la teneur en sucre. Et c'est un élément d'information important pour le consommateur, même si ça a fâché Danone qui fabrique les Actimel, c'est que pour le consommateur qui voit des produits qui vantent un côté santé, sur l'immunité, sur la fatigue, sur le contenu en antioxydants, qui peut croire que c'est un produit qui est très favorable à la santé, c'est fondamental que le consommateur sache que ces produits sont sucrés, qui peuvent être consommés, comme tous les produits classés D ou E, mais plutôt en petite quantité, comme vous le rappeliez, pas trop fréquemment. Donc, ce ne sont pas des produits qui peuvent occulter le fait qu'ils contiennent des quantités de sucre. Donc, vraiment, vous voyez, la nouvelle classification qui a été faite par le Comité scientifique international, qui pénalise un peu plus la viande rouge, qui, au contraire, va mieux classer l'huile d'olive ou l'huile de colza, qui va mieux classer les produits céréaliers riches en fibres, tout simplement a fait un travail de mise à jour pour que le Nutri-Score soit performant, encore plus performant, et en parfaite adéquation avec les nouvelles recommandations de santé publique. Alors, une nouvelle question, Alice. Les Nutri-Scores sont-ils fiables? Est-ce qu'on peut passer la diapo avec les études épidémiologiques? Comme ça, pour voir un peu comment est-ce que c'est… Alors oui, ça c'est une question pertinente et importante. C'est la quatrième. Alors, voilà. Ce qu'il faut rappeler, d'abord, il faut dire Nutri-Score. Après. Voilà. Nutri-Score ne va pas, lui tout seul, résoudre tous les problèmes. Il n'est pas parfait à 100% comme tout outil de santé publique, mais c'est un outil qui est vraiment basé sur de la science. Tant dans sa construction, c'est-à-dire les nutriments qu'Isabelle a rappelés qui sont pris en considération dans le calcul du Nutri-Score, sont ceux pour lesquels on sait qu'il y a un lien avec la santé. Et d'autre part, il y a eu beaucoup de travaux, des dizaines d'études qui ont été réalisées dans différents pays, en France, dans d'autres pays européens, même dans d'autres pays extra-européens, qui ont validé le mode de calcul du Nutri-Score et d'une façon que tout le monde peut comprendre, c'est-à-dire au travers de ce qu'on appelle des études de cohorte, c'est-à-dire des études où on va suivre des populations pendant très longtemps, 5 ans, 10 ans, 15 ans, des grandes populations. On a enregistré leur alimentation au départ et puis on regarde les maladies qui apparaissent pendant la période de surveillance. Parce que toutes ces études suivies Max en France, vous voyez, plus de 10 000, enfin, figure, oui, 6 000, plus de 6 000 sujets, des études en Espagne sur 10, 15, 20 000 sujets, l'étude Nutrinet, plus de 40 000 sujets, puis une très grande étude réalisée dans 10 pays européens, plus de 400 000 sujets avec des suivis de 5, 8, 10, 12 ans. Toutes ces études ont eu des résultats cohérents, c'est de montrer que le fait de manger des aliments qui sont mieux classés sur l'échelle du Nutri-Score réduit le risque, est associé à un moindre risque, si vous préférez, de maladies chroniques. Alors c'est vrai pour l'obésité et le surpoids, le gain de poids. C'est vrai pour certaines maladies liées à la nutrition, en partie, comme certains cancers, les maladies cardiovasculaires, le syndrome métabolique, tout un tas de maladies cardiovasculaires et même la mortalité. Donc, la fiabilité du Nutri-Score repose sur le fait de la démonstration
que manger des aliments bien classés par le Nutri-Score réduit le risque de maladie. Et on a d'autres études qui ont montré, alors faites en supermarché virtuel, faites en magasin expérimental, faites en conditions réelles dans des supermarchés, qui ont montré que quand on affiche le Nutri-Score, le caddie des personnes qui sont exposées au Nutri-Score est de meilleure qualité nutritionnelle, avec moins de gras, moins de sucre, moins de sel. Donc vraiment, il y a énormément d'études scientifiques. J'insiste, c'est vraiment ça qui est fondamental. Ce qui doit amener au choix d'un logo, c'est pas l'avis du professeur Tartampion ou du docteur Y, c'est la science. Plus de 150 études permettent aujourd'hui de démontrer l'intérêt, l'efficacité du Nutri-Score et donc lui conférer cette fiabilité. Et pour ça que le Nutri-Score est soutenu par la communauté scientifique dans sa très très grande majorité, et d'ailleurs que les consommateurs, notamment les associations de consommateurs, de nombreuses ONG, sur la base des travaux scientifiques, ont été convaincus qu'il était important de le soutenir. Une autre question, Alice, alors du coup? Est-ce que le Nutri-Score est obligatoire? Alors non, et ça c'est un des grands regrets à la fois des scientifiques, des acteurs de santé publique, des consommateurs, et également, il n'est pas obligatoire parce qu'il existe une réglementation européenne qui a été discutée au milieu des années 2000. En 2005, déjà il y avait l'idée, à l'époque poussée par les Britanniques, qui faisaient encore pas partie de l'Union européenne, qui était d'afficher un logo nutritionnel sur la face avant des emballages des aliments. Et à cette époque, déjà, les lobbies s'étaient mobilisés pour empêcher cette transparence, qui est pourtant un droit des consommateurs et un devoir des industriels. Et il y a eu un combat pendant de nombreuses années. Les industriels ont dépensé 1 milliard de dollars pour bloquer la possibilité donc de rendre obligatoire un logo nutritionnel. Et en 2011, un règlement européen a donc été publié qui empêche les États membres de rendre obligatoire. Ils permettent que les États membres affichent un logo synthétique sur la face avant des emballages des aliments, mais sur une base volontaire, dépendant des industriels. Donc, c'est un grand motif de frustration. Pourquoi? Parce qu'il y a des industriels, certes, qui ont fini par accepter de jouer le jeu sur la pression sociétale, la demande des consommateurs, mais il existe encore de grands groupes agroalimentaires aujourd'hui qui refusent d'afficher le Nutri-Score. Vous savez, quand on a proposé le Nutri-Score en 2014, donc sur la base déjà de nombreux travaux scientifiques, avec les industriels. Donc, aucune industrie ne soutenait le Nutri-Score. Ils l'ont combattu pendant de nombreuses années. Il a fallu 4 années de bataille, et de bataille 12. extrêmement sanglante. Voilà, 12. Ça va être rappelé. Ouais. Ah non, la 13 alors. Voilà, ouais, celle-ci. Donc, 2014, aucun acteur économique ne soutenait le Nutri-Score, et pendant 4 années, donc cette bataille a été extrêmement forte pour essayer de bloquer la mise en place du Nutri-Score. En 2017, il a été adopté, après vraiment un combat de titans, David contre Goliath. Et quand il a été adopté en octobre 2017, avec la signature d'un arrêté interministériel du ministère de la Santé, de l'Agriculture, de l'Économie et des Finances, il y a eu 6 industriels ou distributeurs qui l'ont adopté. Donc vous voyez, 6, on est passé de 0 à 6 après 4 années de bataille. Puis après, il y en a eu 10, 15, 50, 80. Donc en 2018, 85 industriels. Et puis ça a continué, même des industriels qui l'avaient combattu, comme Nestlé, du fait de la pression des consommateurs, du fait aussi de l'accumulation des travaux scientifiques. Et sûrement, ils ont fait des études internes montrant qu'ils ne pouvaient pas résister à cette pression. On a eu plus de 500. Et aujourd'hui, en 2025, on a près de 1500 marques qui ont adopté le Nutri-Score. Vous voyez, en 2024, on était à 1359 marques. On a un petit peu plus aujourd'hui. Ça représente plus de 60% du marché alimentaire, des produits qui sont mis à la disposition des consommateurs, avec des différences, évidemment, selon les rayons, et avec des grands groupes qui refusent toujours d'afficher le Nutri-Score. Ferrero, Coca-Cola, Lactalis, Mars, Mondelez, Unilever International ou Kraft, vraiment des grandes sociétés qui ont des dizaines et des dizaines de marques, refusent toujours le Nutri-Score. Et en plus, comme c'est affiché dans ce qui vous est présenté, il y a certaines marques qui avaient accepté le Nutri-Score, comme Danone, Bjorg,
en Cristalline ou Crispol en France ou Migros en Suisse, qui font marche arrière parce que le nouveau Nutri-Score qui pénalise plus certains produits de façon légitime, eh bien, il y a certaines marques qui décident qu'ils arrêtent de jouer le jeu. C'est-à-dire que quand ça les arrangeait, ils acceptaient le Nutri-Score, mais dès que, sur des bases scientifiques, il y a eu une modification pertinente, tout à fait étayée scientifiquement pour modifier le score, cette fois, ils ne jouent plus le jeu, ils se retirent. Donc, on regrette qu'une entreprise, par exemple, comme Danone ou comme Bjorg, des entreprises qui vraiment montrent une image santé, qui veulent développer le fait qu'ils s'intéressent à la santé des consommateurs, fassent marche arrière. C'est très dommage. Mais tout de même, vous voyez qu'on a beaucoup progressé. Malgré cela, on atteint un plafond de verre. C'est pour ça qu'il faudrait que le Nutri-Score devienne obligatoire. Donc, jusqu'à présent, on espérait que l'Europe allait prendre cette décision. Et on a eu à un moment une conjonction des planètes, puisqu'en 2020, il y a eu une stratégie, la stratégie Farm to Fork, de la fourchette, enfin de la ferme à la fourchette, de la ferme à l'assiette, qui envisageait parmi de nombreuses mesures de rendre le Nutri-Score obligatoire pour toute l'Europe. Mais là encore, les lobbies ont empêché que, comme il était prévu en 2022, ce logo obligatoire basé sur la science, c'est-à-dire Nutri-Score, soit adopté de façon obligatoire sur l'ensemble des 27 pays. En 2023, ça n'a pas été fait. La Commission n'a jamais dit qu'elle refusait. Elle a simplement reporté d'abord 2022, 2023, puis 2024. Et aujourd'hui, en 2025, ça n'est même plus à l'agenda. Donc, dans la vision que le directeur général de l'agriculture au niveau de la Commission européenne a retenue. Donc, vraiment, on regrette cette absence de prise en considération de la santé publique, le fait que la Commission européenne a cédé aux lobbies, les grands lobbies agroalimentaires, les grands syndicats agricoles, et puis le gouvernement de Mme Meloni en Italie, qui, proche des lobbies, et qui a instrumentalisé Nutri-Score, a fait une forte pression. Et c'est d'autant plus dommage que, à l'inverse, l'OCDE a montré dans une étude récente que si on généralisait le Nutri-Score dans les 27 pays européens, eh bien d'ici 2050, on diminuerait, par ce simple geste extrêmement simple d'afficher le Nutri-Score, on diminuerait de 2 millions le nombre de cas de maladies chroniques, donc de cancer, de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de diabète, d'ici 2050, avec une réduction significative des dépenses de santé. Et l'OCDE a même montré que pour les États, ça augmentait la force de travail, avec moins d'absentéisme, moins plus, disons, de possibilités pour la population donc de travailler dans son cadre normal. Donc il y a vraiment des arguments à la fois de santé. Bon, moi, je suis médecin, c'est bien sûr l'élément principal, et pour beaucoup d'entre nous, c'est un élément important, mais il y a aussi des aspects sociaux et économiques qui montrent que le Nutri-Score devrait être obligatoire, mais l'Europe n'a pas suivi le conseil des scientifiques et la demande des consommateurs. C'est vraiment très regrettable. Alors, du coup, la question qui vient à l'idée, c'est Mariama pose, c'est est-ce que les marques qui décident de ne pas afficher le Nutri-Score ont-elles forcément un mauvais score? Alors oui, je pense qu'il y a une conclusion qui est simple. Il y a, parmi ceux qui affichent le Nutri-Score, il y en a qui ont des produits mal classés, qui ont des produits classés D ou E. Si on va chez les distributeurs, ils ont un certain nombre de produits classés DE, mais ils acceptent de jouer la transparence. Il y a certains industriels qui le font. Ceux qui ne le font pas, c'est ceux qui décident vraiment qu'ils ont quelque chose à cacher. Donc, on peut, en reprenant la question qui est posée, conclure en effet qu'un produit qui n'affiche pas le Nutri-Score, c'est un produit qui a vraisemblablement un Nutri-Score plutôt D ou E. Et en plus, c'est une marque qui ne respecte pas le consommateur, qui refuse donc au consommateur cette transparence qui serait pourtant utile pour orienter, s'il le souhaite, hein, j'insiste bien, ce n'est pas une norme, ce n'est pas une obligation, mais c'est une information qui peut, s'il le souhaite, intégrer dans son acte d'achat. Donc vraiment, il y a une double pénalisation du consommateur, et on espère que les consommateurs vont être conscients qu'un produit sans Nutri-Score, c'est un produit mal classé par Nutri-Score et une société qui n'a pas le respect, son sens de la responsabilité sociale et le respect donc des consommateurs. Alice, une nouvelle question. Veuillez m'excuser pour le ton provocateur de la question, mais comment se fait-il qu'un organisme comme Open Food Facts fasse un meilleur boulot que nos projets institutionnels? Vous heurtez-vous à des barrières institutionnelles hors lobby? Alors, c'est très bien de faire référence à Open Food Facts, puisque c'est une application extrêmement utile qui permet, en scannant les produits,
de pouvoir avoir accès au Nutri-Score. Et le lien entre les scientifiques, et notamment mon équipe de recherche et Nutri-Score, est très ancienne, puisque dès le moment où on a proposé le Nutri-Score, cette application qui n'est pas une start-up, qui n'a pas de business plan, qui n'a aucun intérêt économique, ce sont des volontaires qui ont envie de rendre service, donc de travailler pour le bien commun. Ce sont des gens extrêmement brillants, très compétents sur un plan technique, et qui, dès le départ, nous ont contactés en nous proposant donc de mettre à disposition des consommateurs le Nutri-Score à l'époque où il n'était pas encore adopté. Donc, Open Food Facts est vraiment quelque chose d'extrêmement utile. C'est la seule d'ailleurs application qui est aujourd'hui soutenue par les institutions tout de même. Donc, vous voyez, il n'y a pas de blocage de ce côté-là, puisque Santé publique France, Agence nationale de santé publique, a labellisé Open Food Facts, participe également à son financement. Donc, c'est un élément important. Mais toute application, aussi utile soit-elle, évidemment, ne remplace pas à terme le fait qu'il faut que ce soit affiché sur les emballages. Car quand vous faites vos courses, même avec une application bien faite comme Open Food Facts, scanner les produits, lire, ça prend du temps. Alors, par rapport à votre question, on a, depuis le départ de Nutri-Score, la saga, l'histoire de Nutri-Score, qui est très emblématique de l'histoire d'une mesure de santé publique qui est démontrée scientifiquement utile aux consommateurs, mais qui se heurte à des lobbies parce qu'elle est perçue par des acteurs économiques comme s'opposant à leurs intérêts. On a toujours eu le support du ministère de la Santé. Pas toujours le cas d'autres ministères, vous l'avez rappelé, Ministère de Isabelle, l'Agriculture, voilà. mais avant Mme Genevard, ça n'a pas toujours été simple avec les ministères de l'Agriculture, qui a une plus grande proximité avec les opérateurs économiques, qui parfois essayent de freiner les ardeurs des acteurs de santé publique et de leur relais politique au niveau du ministère de la Santé. Donc, il n'y a pas eu de blocage institutionnel au niveau du ministère de la Santé, mais si vous voyez, c'est très compliqué parce qu'il a fallu d'abord mettre dans la loi santé le projet. Donc, là aussi, les lobbies sont intervenus au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, pour essayer de bloquer par des amendements le fait que ce logo nutritionnel, même sur une base facultative, rentre dans la loi. On a vécu ça, je l'ai vu de l'intérieur, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et puis depuis, ensuite, que la loi a été votée, le fait que soit Nutri-Score soit choisi, on a encore eu beaucoup de difficultés, des pressions extrêmement fortes, donc sur certains ministères, sur certains acteurs politiques, sur certains représentants politiques. Donc, la bataille a été compliquée. Donc, je dirais qu'institutionnellement, les structures de santé publique, les agences de santé publique France, le Haut Conseil de la santé publique, l'ANSES, l'Institut national du cancer, ont toujours soutenu la nécessité de la mise en place d'un logo comme Nutri-Score basé sur la science. Le ministère de la Santé aussi. Maintenant, certaines institutions hors du champ de la santé publique, parfois plus proches des opérateurs économiques, ont relayé l'appel que leur faisaient les lobbies et ont freiné. Donc, le fait qu'il ne soit pas obligatoire en France, c'est un frein plutôt européen. Simplement, maintenant, la situation va changer. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on pouvait accepter l'idée que, puisque les États membres ne sont pas autorisés par le règlement européen à le rendre obligatoire, le Nutri-Score, il fallait agir au niveau de l'Europe. Comme maintenant on a l'expérience des 3 ou 4 dernières années qui montrent que la Commission européenne, qui devait rendre obligatoire le Nutri-Score, ne l'a pas fait et a cédé à la pression des lobbies, on repose le problème, nous scientifiques, acteurs de santé publique, associations de consommateurs, de patients, sociétés savantes, ONG. Si la Commission européenne bloque le système et refuse de modifier malgré l'intérêt de santé publique du Nutri-Score, eh bien, peut-être c'est aux États membres de transcender la réglementation européenne. Et c'est pour ça qu'on demande, mes collègues et moi-même, et on est soutenu vraiment par beaucoup d'acteurs, au gouvernement français aujourd'hui, devant l'absence donc de réponse de la Commission européenne, de rendre obligatoire le Nutri-Score, même si c'est contraire aux accords de libre circulation des produits en Europe, eh bien, il faut quand même le faire au nom de la défense de la santé publique
Ce d'autant plus qu'il y a certains pays qui s'opposent au Nutri-Score, comme l'Italie, le gouvernement de Mme Meloni, donc proche de Ferrero, proche des fabricants de fromage et de charcuterie, donc proche de son tissu économique, qui, sur la base vraiment de fake news, ont développé un lobbying pour bloquer le Nutri-Score européen. Eux ne sont pas gênés en interne pour interdire le Nutri-Score sur certains produits. Donc on dit au gouvernement français, on dit à nos parlementaires, si l'Italie a pu interdire le Nutri-Score sur certains produits, si la Roumanie, suivant l'Italie, a aussi bloqué la libre circulation des produits qui affichent le Nutri-Score, en demandant que ce soit un QR code, en demandant que ce soit sur des rayons spéciaux, eh bien, pourquoi la France et les pays qui ont adopté le Nutri-Score, transcendant la réglementation européenne, ne le rendraient pas obligatoire? Donc, c'est le nouveau combat qu'on engage avec beaucoup d'associations. Il y a des pétitions qui circulent, heureusement, pour faire entendre aussi la voix des consommateurs qui demandent que le Nutri-Score soit aujourd'hui obligatoire au niveau des États, même si ça n'est pas conforme à la réglementation européenne. Mais comme la réglementation européenne a déjà été outrepassée par les Italiens, entre autres, et les Roumains, que la Commission n'a même pas réagi aux interdictions pour le Nutri-Score, on peut quand même argumenter pour l'intérêt de la santé publique, pour éviter une perte de chance des consommateurs dans la capacité de réduire le risque de maladie chronique, mais il faudrait que notre gouvernement rende le Nutri-Score obligatoire. Ça a été quelque chose qui a fait l'objet d'une tribune dans un grand quotidien, dans les versions il y a quelques semaines. Aujourd'hui, il y a plus de 1800 professionnels de santé et scientifiques qui soutiennent cette demande. C'est un élément donc vraiment important et il faut réussir à rendre obligatoire le Nutri-Score. Si l'Europe ne le fait pas, il faut le faire à notre niveau, au niveau français. Alors, comment savoir si l'industriel a utilisé le nouveau algorithme? C'est-à-dire qu'il l'a vraiment modifié? Alors, je pense qu'on peut montrer là une photo. La première, ouais. La première, pour rappeler. Parce qu'en effet, Voilà. Évidemment, il va y avoir une période de transition. Non, la première, celle d'avant. Ouais, voilà. Celle-ci. C'est-à-dire que entre le moment où on a décidé la mise en place du Nutri-Score, ça devait intervenir au 1er janvier 2024. C'est ce qui a été le cas dans les 6 autres pays européens qui ont adopté le Nutri-Score, hein, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Espagne, la Hollande et la Suisse. En France, ça a été retardé parce que les lobbies ont été extrêmement actifs et que le ministère de l'Agriculture, d'ailleurs Madame Genevard l'a reconnu elle-même, au Sénat, bloquait la mise en place du Nutri-Score grâce à la médiatisation, et on remercie les médias, c'est notamment censé revenir à tous les médias qui ont contribué, grâce à la pression très forte des consommateurs. Le 14 mars dernier, la ministre de l'Agriculture a fini par signer l'arrêté interministériel qui avait déjà été signé par les ministres de la Santé et de l'Économie. Et donc, il y a le nouveau Nutri-Score. Mais il y a une période de transition parce qu'il faut laisser le temps aux industriels qui écoulent leur stock, qui réimpriment les nouvelles étiquettes avec le nouveau calcul. Et donc, pendant un certain temps, quelques mois, il peut y avoir une juxtaposition de l'ancien Nutri-Score et le nouveau Nutri-Score. Donc, l'Agence nationale de santé publique, Santé publique France, qui régit le Nutri-Score, a proposé aux industriels qu'ils affichent sur le Nutri-Score, tel que vous le voyez, traditionnel, un petit bandeau bleu qui dit « mais nouveau calcul ». Donc, vraiment, le consommateur, grâce à ça, pourra voir si c'est le nouvel algorithme. Très rapidement, il n'y aura plus que le nouvel algorithme. Donc, on espère que les industriels vont très rapidement transformer leur ancien Nutri-Score en nouveau Nutri-Score, et même le bandeau devrait disparaître, et on devrait avoir d'ici quelques mois uniquement des produits qui affichent le nouveau Nutri-Score. Mais ils ont théoriquement 2 ans. Alors ça se comprend, si vous voulez, pour des conserves, parce que les durées de stockage sont très longues dans les magasins et dans les entrepôts. Mais pour des produits frais, aujourd'hui, ça n'est pas acceptable que dans les semaines qui viennent, on retrouve encore des anciens Nutri-Score. Mais on demande vraiment aux industriels de jouer le jeu et d'afficher pendant une certaine période ce bandeau nouveau calcul qui permettra aux consommateurs d'éviter toute confusion. Puis s'il y a un problème, vous pouvez prendre votre application Open Food Facts et puis regarder, puisque là, sur Open Food Facts, comme pour l'ancien Nutri-Score, vous avez maintenant cette fois l'affichage du nouveau Nutri-Score. Une nouvelle question. Pourquoi le Nutri-Score ne tient pas compte des additifs et des colorants? Alors oui, c'est une question très pertinente. Si vous voulez,
tout scientifique travaillant dans la nutrition de santé publique et l'équipe que j'ai dirigée pendant très longtemps, a travaillé à la fois sur les problèmes de composition nutritionnelle, le gras, le sucre, le sel, les fruits et légumes, et cetera, donc les relations avec la santé. Mais on a également travaillé sur les additifs, sur l'ultra-transformation, sur les résidus de pesticides. Donc, évidemment, dans la simplicité, on se dit, ben, après tout, on pourrait tout mettre ça dans un algorithme, hein. Est-ce qu'il y a du gras, du sucre, du sel, des additifs, des résidus de pesticides? Il y en a certains qui disent, mais pourquoi vous ne mettez pas aussi des conséquences sur la planète, le revenu des agriculteurs, le bien-être animal? Si tout ceci était simple, imaginez bien d'abord, on l'aurait fait, d'autres l'auraient fait, l'Organisation mondiale de la santé l'aurait fait. Si on ne l'a pas fait, c'est que ça n'est pas simple. Si on prend les additifs et une façon indirecte de juger de la présence des additifs qui est l'ultra-transformation, c'est-à-dire ces aliments qui ont eu beaucoup de procédures industrielles, qui ont fait perdre un peu la nature initiale de l'aliment et qui en plus ont fait l'ajout d'additifs et pour lequel on sait que l'ultra-transformation est associée à un risque pour la santé. Et mon équipe, qui a travaillé avec le créateur de la classification qui permet aujourd'hui de reconnaître les aliments ultra-transformés, ce qu'on appelle la classification NOVA. Donc, il y a peut-être une diapositive qui permet de l'illustrer. Alors, attends, comment reconnaître, le 21, comment reconnaître un aliment ultra-transformé? Alors, c'est un peu simplifié, mais c'est pas mal. Pas encore, c'est pas là, pas encore, encore après. Alors, non, ça c'est le logo, encore ça, après. c'est le logo, mais donc, il y a réellement une vraie question encore. Sur les aliments ultra-transformés, riches en additifs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les aliments ultra-transformés, l'ultra-transformation, c'est une dimension des aliments qui jouent sur la santé. La composition nutritionnelle, telle que reconnaît le Nutri-Score, c'est aussi une dimension qui joue sur la santé. Ce sont deux dimensions différentes. Les deux ont un impact sur la santé, un impact délétère. Si on mange des produits qui sont gras, sucrés et salés, c'est délétère pour la santé. Si on mange des aliments ultra-transformés, bourrés d'additifs, c'est négatif pour la santé. Mais ces deux dimensions, même si elles se chevauchent en grande partie, aujourd'hui 87% avec le nouveau Nutri-Score des aliments ultra-transformés sont classés C, D ou E. Donc, ça se recouvre. Mais il y a certains aliments pour lesquels, là, ça ne se recouvre pas. Si vous prenez un steak végétal, ce qui n'existait pas au début de Nutri-Score, mais qui est apparu et qui se développe. Sur le plan nutritionnel, c'est bien classé par Nutri-Score. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gras, pas de sel, parce qu'il y a des protéines végétales, donc c'est bien classé. Par contre, c'est un produit ultra transformé. Donc, vous voyez qu'il faut qu'on donne une information complémentaire pour permettre au consommateur de voir que sur un plan nutritionnel, c'est bien, mais qu'il doit être conscient qu'il y a à l'intérieur des additifs, des procédures industrielles. Si vous prenez à l'inverse... Est-ce qu'on peut montrer un exemple peut-être pour aider les gens avec Open Food Fact? Ouais, voilà. Alors, on peut prendre... Qu'est-ce que vous voudriez comme produit sur Open Food Fact? Prenez par exemple, alors on va prendre l'effet... steak végétal. Steak végétal. Reprenons le steak végétal. Si vous tapez steak végétal, je pense que vont s'afficher. Donc là, on est sur Open Food Fact, c'est la base de données qui vous permet de savoir exactement la composition, le Nutri-Score. On prend lequel? Prenez le premier. Voilà. Prenez le premier. Donc, voilà le steak végétal. Mais vous avez un produit steak végétal. Vous voyez, alors si vous montrez le Nutri-Score, il est classé A, tout simplement parce que sa composition nutritionnelle est favorable. Il n'y a pas beaucoup évidemment de gras, de sucre, de sel, il y a beaucoup de protéines, donc tout ça est plutôt favorable. Mais si vous regardez le degré d'ultra-transformation, ce qui est traduit dans la liste des ingrédients aussi par le fait qu'il y a des additifs, il est ultra-transformé. Montre la liste des ingrédients quand tu te sur ultra-transformé, quand les gens se rendent bien compte. Voilà, encore un petit peu, voilà. Descends. Encore, il n'y a pas la liste des ingrédients. Ah, voilà. Voilà tout ce qu'il y a dedans qui est... Voilà, vous voyez, donc si vous regardez, protéines de soja texturées. Bon, déjà, on voit qu'il y avait des protéines de soja texturées, réhydratées, tout un tas, alors il faut que j'arrive à le lire d'ici, gluten de blé, beaucoup
coupons des huiles, des vinaigres de cidre de l'ail, du sel marin, des extraits de levure, donc des choses que vous n'utilisez pas dans votre cuisine avec des noms un petit peu bizarres. Donc, ça fait qu'entre à la fois des procédures industrielles multiples qui ont permis de reconstituer un steak, je ne dis pas que ça n'est pas bien, mais c'est important quand on est consommateur, donc de savoir que ce produit est ultra transformé. Et là, le Nutri-Score ne peut pas le dire. Alors, on aurait bien aimé agréger les deux, mais ça n'est pas possible parce que si vous agrégez les deux, vous faites perdre la signification des deux informations. D'un côté, il faut savoir que sur le plan nutritionnel, c'est favorable, et d'un autre côté, sur le plan de l'ultra-transformation, ça n'est pas favorable. Si vous prenez à l'inverse, alors peut-être vous pouvez afficher un jus de raisin, 100% pur jus de raisin. Mettez jus de raisin. Le jus de raisin, alors on va trouver sûrement des jus qui sont 100% pur jus. Voilà, Tropicana raisin. Voilà. Pur jus, voilà. Pur jus de raisin. Voilà. Celui-ci. Ouais, voilà. Pur jus de raisin. Donc vous vous dites, vraiment, c'est un aliment intéressant. Alors, il n'est pas ultra transformé. Vous voyez, il est classé 1 dans la classification Nova, c'est-à-dire c'est considéré comme un aliment non transformé, encore moins ultra transformé. Par contre, vous voyez que le Nutri-Score, il n'est pas bon. Si vous descendez un peu plus bas, vous allez voir la quantité de sucre. Alors, ça doit être aux environs de 16%. Ça veut dire que pour 1 litre de pur jus de raisin, il y a 160 grammes de sucre. Par comparaison, un soda, c'est 100 à 110 grammes. Donc, vous voyez que c'est une bombe à sucre. Donc, d'un côté, il n'est pas ultra transformé. Donc, vous pouvez vous dire, si je mettais dans le calcul, ça a plutôt des points positifs. Mais par contre, c'est une bombe à sucre. Donc, si on veut donner ces deux éléments, si on les mélange, on va moyenner. Et donc, on va avoir une valeur moyenne qui fait perdre la signification. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est que si on ne peut pas agréger ces deux dimensions dans un algorithme de calcul d'un logo comme le Nutri-Score, il faut le donner sous une forme graphique de façon séparée. Alors, on pourrait dire, on va donner le Nutri-Score. Je pense qu'on a aussi une diapositive qui montre, vous l'avez montré tout à l'heure, ce bandeau noir autour du Nutri-Score. Si on ne peut pas, dans le calcul, donner l'information au consommateur, là on pourrait le mettre à côté, mettre le Nutri-Score, puis aliments ultra transformés, mais on peut simplifier les choses. Et c'est pour ça qu'avec mes collègues et mon équipe de recherche, on a proposé de mettre un bandeau noir marqué ultra transformé, ce qui correspond à la classification, à la classe 4 de la classification Nova, qui a été validée scientifiquement et qui permet au consommateur d'un simple coup d'œil, un, de juger si le produit est ultra transformé, et deux, quel est son Nutri-Score. Alors, le message qui doit être donné, c'est qu'il faut aujourd'hui réduire la contribution des aliments mal classés par Nutri-Score. On ne dit pas qu'il faut les supprimer. Un produit D ou E, oui, comme ça a été dit par Isabelle au départ, ça peut être consommé en petite quantité, pas trop fréquemment. Et un produit ultra transformé, c'est un peu la même chose. On ne dit pas qu'il faut les supprimer totalement. On dit qu'il faut réduire leur contribution. Et donc, pour cela, si vous êtes informé qu'un produit est ultra transformé, vous pouvez réduire la consommation et puis choisir, si vous voulez quand même consommer ce produit, plutôt celui qui aura la meilleure composition nutritionnelle. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas mélanger ces deux concepts, ultra transformation, additif, et le Nutri-Score. On peut le faire de façon graphique. On l'a testé sur plus de 20 000 sujets dans la cohorte Nutrinet Santé que suit mon équipe déjà depuis de nombreuses années. Ça fonctionne très bien, ça oriente bien les choix des consommateurs, mais là encore, ça va être une décision politique. Et vous pouvez imaginer la bataille qu'il y a eu pour le Nutri-Score, et elle n'est pas finie, on n'arrive pas à le rendre obligatoire, mais rajouter un bandeau noir, ou qui pourrait être bleu marine ou gris, peu importe, montrant au consommateur que ce produit est ultra transformé, même si c'est utile au consommateur, on va avoir un lever de bouclier, mais on s'y prépare et on pousse à cela. Donc, il faut donner une information sur la composition nutritionnelle, c'est le Nutri-Score, c'est déjà beaucoup, puisque comme je vous le disais, les études ont montré que même si on ne prend pas en considération le degré de transformation, le fait de manger des aliments bien classés par le Nutri-Score aboutit à un moindre risque de maladie chronique. Si on rajoute une information sur l'ultra-transformation, ça aura encore plus d'effets protecteurs. Et puis un troisième niveau,
qui est est-ce qu'il y a des résidus de pesticides? Alors là, il y a déjà un logo qui existe, hein, celui de l'agriculture biologique, et ces 3 dimensions, composition nutritionnelle, c'est-à-dire Nutri-Score, bandeau noir sur l'ultra-transformation qui traduit les additifs, et le logo agriculture biologique, c'est les 3, ce qui permet de voir en 3D, en 3 dimensions l'aliment pour sa santé et de pouvoir donc choisir de façon éclairée les aliments qui ont vraisemblablement le meilleur impact sur la santé ou de réduire la contribution des aliments qui ont un moins bon impact. Mais je rappelle, hein, même un produit mal classé par Nutri-Score, même un produit ultra transformé, même un produit qui n'est pas bio, peut être consommé. Simplement, il vaut mieux privilégier ceux qui sont mieux classés. Et si on prend des produits moins bien classés par Nutri-Score ou ultra transformés, il vaut mieux essayer d'éviter une consommation importante de ces produits. Alors du coup, quand même, on peut dire pour les gens, pour les personnes que, en fait, on peut quand même aller voir sur Open Food Fact, on a ces 3 dimensions. On a donc le Nutri-Score, la classification Novak en C4, ça veut dire que c'est ultra transformé, et là, elle indique aussi si l'aliment est bio. Donc en fait, quand on se met une appli, évidemment, c'est un peu long. On a quand même la possibilité d'avoir ces 3 informations. Évidemment, comme dit Serge Herberg, on l'a pas quand on l'achète, mais on l'a quand on rentre chez soi si on scanne le produit. Alors, on peut quand même aussi, il y a une autre astuce, mais ça prend aussi du temps. Ah bah oui. On peut retourner l'emballage et regarder la liste des ingrédients. S'il y a beaucoup d'ingrédients, ça doit déjà attirer votre attention sur le fait que c'est un produit vraisemblablement ultra transformé. En plus, si ce sont des noms savants avec des E quelque chose ou des produits que vous dites: «Mais ça, je ne l'ai pas quand je fais la cuisine, donc dans mon environnement, culinaire, c'est plutôt un produit ultra transformé». Mais ça prend même aussi du temps, hein, s'il faut retourner, le paquet, regarder par rapport à d'autres, mais ça peut être un moyen simple. Mais ce qui est vraiment important, c'est parce que c'est une question très pertinente qui est posée. Parfois, elle est instrumentalisée par des lobbies pour essayer de discréditer en disant: «Vous voyez, le Nutri-Score, ça sert à rien, puisque ça ne prend pas en considération les additifs et l'ultra-transformation». Si le Nutri-Score sert déjà beaucoup et déjà très utile, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas augmenter son intérêt et son impact en complétant l'information des consommateurs par cette information sur le fait qu'un produit soit ultra transformé. Alors une prochaine question, Alice. Bonjour, je me demandais pourquoi il n'y a pas de Nutri-Score dans les produits non emballés. Alors ça aussi, c'est une bonne question. Lorsqu'on a proposé le Nutri-Score en 2014, on a proposé qu'il porte sur les produits, bien sûr, préemballés. Alors ça, c'est simple, parce qu'il y a une étiquette nutritionnelle, et comme Isabelle le rappelait au départ, Nutri-Score reprend les données qui figurent sur ce tableau nutritionnel et va les synthétiser sous forme d'un logo unique, simple et intuitif et compréhensible. Donc, c'est quelque chose de facile. Mais déjà, on proposait d'étendre le Nutri-Score à la fois aux produits vendus en vrac, produits qui sont essentiellement des produits bruts, et aussi à la restauration collective. Alors, pour la restauration collective, il y a eu un travail qui a été fait avec le ministère de la Santé. Il y a eu des travaux qui ont mobilisé beaucoup de scientifiques et qui ont permis d'aboutir à une méthodologie, puisque vous voyez, c'est un peu compliqué. Il faut qu'il y ait une recette standard en restauration collective. Il faut qu'on qu'on prenne en considération la partie qui s'en va à la cuisson, la partie comestible. Donc, mais ça a été fait et déjà, donc la méthodologie a été publiée et dans un cadre pour l'instant expérimental, mais qui est mis en place par certaines sociétés de restauration collective, dans certains lieux publics, dans certaines universités, certains CROUS, donc des structures en charge de l'alimentation avec l'éducation nationale, ont repris cette méthodologie. Donc ça, c'est fait. Pour les produits non emballés, il y a eu un travail. C'est assez compliqué parce qu'il faut prendre une table de composition. Donc en France, on a la chance d'avoir à l'ANSES une table de composition des aliments génériques qui permet donc d'envisager une méthodologie. C'était dans le PNNS 4. Alors, est-ce qu'il y a eu des blocages? Bon, il y a eu un temps de mise au point. C'est toujours pas encore sorti. C'est dans le projet de la stratégie nationale nutrition, alimentation, climat qui est en cours de discussion. Donc en 2025, ça devrait sortir. Alors ça va sortir là aussi sous forme d'une période d'expérimentation pendant 3 ans qui va permettre de voir comment ça fonctionne. Parce que je vais juste vous donner un exemple. C'est assez simple pour les fruits et légumes. Ils sont quasiment tous classés A et on peut mettre sur les rayons ou sur les étiquettes de prix le Nutri-Score. Sur les viandes, les poissons, les charcuteries, c'est assez facile. Sur les ventes en vrac de légumineuses, de légumes secs, de fruits
à coque, de fruits secs à coque, c'est assez facile. Au rayon traiteur, ça devient un peu plus compliqué. Donc l'idée, c'est de le proposer avec la méthodologie qui fournit aux opérateurs qui vendent ces produits la capacité de mettre l'affichage correspondant. Donc, il y aura une table qui sera mise à la disposition de tout le monde, gérée plutôt par des institutions, bien sûr, de santé publique, sous couvert du ministère de la Santé. Et donc, on devrait voir sur les étiquettes de prix ou sur les rayons, donc, le Nutri-Score correspondant. Et puis, au bout de 3 ans, on fera le point, notamment pour là où c'est un peu difficile, comme ces fameux rayons traiteurs dans les supermarchés, par exemple, ou dans les charcuteries ou autres, pour voir comment ça fonctionne, voir s'il faut enlever ces produits de cet affichage ou non. Mais c'est quelque chose qui devrait être mis en place et ça serait très utile. Ce n'est pas logique aujourd'hui que les fruits et légumes qui sont classés A ne bénéficient pas de cette promotion, alors que certains produits industriels utilisés pour les desserts, qui sont en compétition avec les fruits. Vous rappeliez, Isabelle, que le Nutri-Score sert à comparer des aliments qui ont le même usage pour le petit déjeuner, mais par exemple aussi pour les desserts, entre un fruit, une crème dessert, un yaourt. Donc, il est légitime que les fruits puissent afficher clairement leur intérêt santé, notamment par rapport à des produits qui sont en compétition pour le choix pour un dessert, qui, eux, sont préemballés, ont donc déjà ce logo. Alors, une nouvelle question. Bon, je voudrais savoir si Nutri-Score prend en compte le fait que les matières grasses, que toutes les matières grasses ne sont pas mauvaises. Par exemple, on nous recommande de prendre des oméga 3. Je crois qu'on a une diapo sur les huiles. Et là, d'accord. Alors, Lucie, on va essayer de te répondre et on cherche la diapo déjà. Hop, je crois qu'on a une diapo sur les huiles. Voilà. Alors, oui, là aussi, c'est encore une question pertinente. Tu sais, le Nutri-Score, il est calculé de la même façon pour tous les aliments, sauf pour les boissons, où on pénalise plus le sucre, on en a déjà parlé. Les fromages, parce que si on prenait le calcul universel du Nutri-Score, tous seraient classés E. Or, c'est dommage parce qu'il y en a qui sont un peu moins gras, moins salés. Et puis les huiles, parce que là encore, si on prenait le mode de calcul universel, les huiles et les matières grasses ajoutées d'une façon générale, toutes seraient classées E. Or, il est important de pouvoir discriminer parce qu'il y a des huiles, comme la question le rappelle, qui sont plus favorables ou moins défavorables à la santé. Donc, ce qui est pris en considération dans le mode de calcul, notamment des huiles, alors il faut se baser sur ce qui existe dans l'étiquette, permet aujourd'hui donc de prendre en considération la teneur totale en graisse et les graisses saturées, ce qui nous donne une idée de la présence, de façon indirecte, des graisses insaturées qui sont plus favorables à la santé, ou poly ou monoinsaturées, et des graisses donc saturées qui sont prises directement en considération et qui sont moins favorables à la santé. Ça vous permet, comme le montre le schéma, de pouvoir discriminer. Alors déjà, avec l'ancien Nutri-Score, on voyait qu'on privilégiait plutôt, du moins que le Nutri-Score, classait mieux l'huile d'olive, l'huile de colza que les autres huiles. Avec le nouveau Nutri-Score, la hiérarchie reste la même, mais un peu décalée. C'est-à-dire que l'huile d'olive, pour laquelle beaucoup de travaux scientifiques ont montré leur intérêt du fait qu'ils contiennent des graisses monoinsaturées favorables à la santé, l'huile de colza, donc des huiles qui sont plus pauvres en graisses saturées, sont mieux classées. D'une part, dans les classes les plus favorables sur le plan donc, des huiles, il n'y a pas d'huile classée A, mais ce n'est pas important. Quand vous faites vos courses, vous regardez le Nutri-Score et vous regardez là où on a le meilleur classement. Donc, très facilement, d'un simple coup d'œil, on voit qu'il y a certaines huiles qui sont mieux classées que d'autres, tout simplement parce que de façon directe ou indirecte, on prend en considération les différences de qualité, donc nutritionnelles, des différentes matières grasses, en privilégiant celles qui sont favorables à la santé et en essayant de pénaliser plus celles qui sont les plus défavorables, comme le rappelle donc Lucien dans sa question. Et vous voyez que les graisses saturées, les produits comme le beurre, les matières grasses animales, sont moins bien classés parce que ce sont des graisses saturées. Mais là encore, vous voyez, parce qu'il y a souvent beaucoup de polémiques, on nous dit « Ah, ben c'est un produit qui n'est pas ultra transformé ». Mais le beurre, même classé E, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer.
Ça rappelle tout simplement, puisque déjà les recommandations de santé publique disent: «Il ne faut pas en consommer en grande quantité trop fréquemment». Mais on n'interdit pas, avec un Nutri-Score E, de manger du beurre. On s'approche de la fin. D'accord. Si tu veux demander une dernière question. Alors, une dernière question, oui. Alors attends, déjà, il y a déjà d'autres régions du monde utilisent-elles également un logo nutritionnel? Peut-être que déjà, on peut dire que pour l'Europe déjà, je pense qu'on a une photo déjà rien que pour l'Europe et après on pourra faire sur le monde. La question de Mariama et voilà Mariama. Voilà. Alors en effet, 7 pays en Europe déjà utilisent le Nutri-Score, toujours sur une base volontaire comme on l'a dit, puisqu'il ne peut pas être rendu obligatoire, mais vous voyez, ça représente quand même un nombre important. D'ailleurs, il y a plus de population européenne que celle des 7 pays qui sont exposés au Nutri-Score, puisque certains produits sont exportés, alors dans les pays d'Europe centrale ou dans les pays d'Europe du Sud qui n'ont pas adopté le Nutri-Score. Au total, on estime qu'à peu près plus de 50% de la population européenne aujourd'hui est exposée au Nutri-Score. Et puis hors de l'Europe, eh bien, il y a d'autres logos. En Nouvelle-Zélande et en Australie, il y a un système d'étoiles. Alors, ils prennent le même mode de calcul du Nutri-Score, mais ce sont non pas 5 couleurs, mais c'est en noir et blanc, ce qui pose un peu plus de problèmes. C'est un système d'étoiles avec des demi-étoiles. C'est un petit peu plus compliqué. Quand on a créé le Nutri-Score, on s'est aussi inspiré de l'expérience de nos collègues australiens et néo-zélandais avec leur système d'étoiles. Il y a d'autres logos utilisés. En Scandinavie, il y a un logo très ancien qu'on a beaucoup étudié, qui est un système de clé verte qui marque simplement des aliments qui sont considérés comme favorables à la santé. En Grande-Bretagne, il y a ce qu'on appelle les traffic lights, les feux tricolores, dont on s'est beaucoup inspiré pour le Nutri-Score. C'est un logo beaucoup plus ancien qui fonctionne un peu moins bien, puisqu'on a comparé, bien sûr, le Nutri-Score à tous ces logos. Et puis en Amérique du Sud, ou en Amérique latine d'une façon générale, centrale et du Sud, il y a un autre système de logos, ce sont des octogones noirs pour marquer les produits qui sont très gras ou très sucrés ou très salés. Tous ces logos ont un intérêt, hein. Évidemment, on a comparé en Europe celui qui fonctionnait le mieux, c'est Nutri-Score qui est le plus récent, qui se base sur l'expérience des autres pays et qui nous permet d'avoir un outil bien adapté à notre population. Mais les logos, ce qu'on appelle les warnings, les avertissements sanitaires pour les pays d'Amérique latine fonctionnent très bien en Amérique latine, où il y a d'autres priorités, d'autres urgences, un marché alimentaire différent. Donc, il y a plusieurs logos. Le Nutri-Score est parfaitement adapté, notamment pour l'Europe, mais peut s'exporter également dans d'autres pays. Du coup, là, Alice, on a pris toutes les questions? Exactement. D'accord. Alors du coup, c'est la fin de l'émission. Merci à tous d'avoir assisté à ce Twitch. Alors, il sera en replay sur YouTube. C'est ça, Alice, tu vas t'en occuper. Merci à Alice, donc encore une fois, d'avoir assuré la technique et d'avoir traité les questions. Merci aussi à Serge Herbert d'être venu pour répondre aux questions de nos internautes. Alors, ce que j'aimerais faire quand même, c'est faire un peu de publicité pour le livre de Serge Herbert. Voilà, je ne sais pas si vous voyez là, mais je crois qu'on a la couve quelque part. Voilà, c'est son travail donc de scientifique, donc au service de notre santé, c'est-à-dire quelqu'un qui a essayé d'œuvrer pour qu'on ait des meilleures informations sur notre alimentation. Donc voilà, c'est son livre. Alors, il tient toujours à dire qu'il ne reçoit pas de droits d'auteur sur ce livre. Tous les droits d'auteur sont remis donc au Mémorial de la Shoah ou à la Maison des Enfants d'Isieux. Voilà, pour nous, Science et Avenir, on se retrouvera donc pour un nouveau Twitch, je crois que c'est le 24 avril. Alors là, c'est un Twitch complètement différent, c'est sur la cellule et son fonctionnement, avec un biologiste cellulaire qui s'appelle Nicolas Minck, c'est ça? Voilà. Voilà, et vous pouvez pour l'instant nous retrouver, nous, Science et Avenir, en kiosque, avec donc notre mensuel, Science et Avenir, notre hors-série le Moyen-Âge et la science, et notre trimestriel, la recherche, avec le thème ce mois-ci. Et on envoie les gens sur la chaîne du CNES. Ah d'accord, Je peux leur dire. d'accord, le trou noir. Et donc maintenant, donc je leur conseille d'aller voir Le CNES. voilà, alors donc du coup, Alice vous propose d'aller voir un autre Twitch, donc scientifique j'imagine? Exactement. Voilà, le CNES. Merci encore beaucoup, voilà, d'être venu, et au revoir et à la prochaine.